Je laisse la place à Zid Turki qui va nous parler des interconnexions des data centers. Merci. Merci. Allez. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer la présentation des interconnexions des data centers dans le monde de virtualisation. La présentation, ça va être un peu technique par rapport aux deux autres présentations qui ont été faites. Alors, je me présente, je suis Ziad Turki, je travaille chez NetXP. NetXP, c'est un cabinet de conseil expertise technique en infrastructure, technique. Je travaille chez... attendez juste un instant. Voilà. Je suis responsable de l'infrastructure d'hébergement de LiveXP, qui est une marque de NetXP portant l'offre d'hébergement et d'infogérance. Aujourd'hui, chez LiveXP, en fait, on a plusieurs points de présence. On a 2 points de présence ici à Paris, un à Aubervilliers et un à Courbevoie. On a un point de présence aux US à New York et un point de présence en Suisse à Genève. Donc on n'a pas nos propres data centers, mais en fait on héberge nos serveurs physiques dans ces data centers-là pour pouvoir héberger justement les serveurs virtuels et de l'infrastructure SI pour nos clients. Et en fait, on est amené aujourd'hui à faire de l'interconnexion entre nos propres data centers, on va dire, et les data centers dans le cloud comme Amazon, Azure, Zscaler pour tout ce qui est sécurité, et aussi de l'interconnexion entre nos propres data centers, qui est un sujet aujourd'hui, un sujet important, qui est aujourd'hui une problématique face à tous les nouveaux besoins en termes de virtualisation, de la mobilité, des systèmes distribués, etc. Donc on va avoir plus de détails dans la présentation. On va avoir 3 grandes parties. Dans la première partie, on va parler des techniques d'extension LAN, donc des extensions des réseaux, et des nouveaux besoins par rapport à justement tout ce qui est virtualisation, tout ce qui est le concept du cloud, de la mobilité et des systèmes distribués. On va présenter les limitations des techniques qui sont utilisées aujourd'hui, les techniques classiques. Et après, on va passer à présenter en fait les nouvelles techniques, les technologies qui sont utilisées pour tout ce qui est extension de réseau et qui sont utilisées pour les data centers. La troisième partie, on présentera en fait ce qu'on appelle les Next Generation Layer 2 VPN. Et ce sont des VPN, donc des Virtual Private Networks. C'est des réseaux virtuels étendus. Et en fait, c'est pour simuler des liens comme des fibres, par exemple, entre 2 data centers. Donc, c'est des liens logiques qui sont montés sur un réseau IP. Et après, on fera une synthèse de toutes les techniques qu'on va présenter. Donc, comme j'ai dit, la présentation est un peu technique. Je vais commencer par 3 slides pour vous présenter un peu les notions de base et les différents concepts à garder en tête pour pouvoir comprendre les technologies que je vais présenter après. Alors, un petit schéma. J'espère que certains d'entre vous connaissent déjà en fait, le principe du modèle OSI, donc l'encapsulation. Donc on part des couches les plus hautes et on encapsule un paquet applicatif, enfin les données, la data, on l'encapsule dans un datagramme au niveau de la couche 4. Donc là, on rajoute un header TCP ou UDP. Là, on met un port source et port destination soit sur TCP, soit sur UDP. Et après, ce paquet-là, ou ce datagramme, il est encapsulé dans un paquet IP, où là, on rajoute justement un header IP. Et là, on parle d'une adresse source, c'est l'adresse de l'expéditeur, et l'adresse destination, c'est l'adresse de destinataire. Donc, ce sont des adresses IP. Et après, au niveau de la couche 2, c'est le niveau Ethernet. Et en fait, on rajoute ce qu'on appelle un footer et un header. Et dans le header, on trouve justement les adresses sources et destination, mais ce sont des adresses MAC, ce sont des adresses physiques. Donc les adresses MAC qu'on vous voyez ici, donc il y a les adresses MAC d'une manière générale, elle est composée de 3 bytes pour l'organisation et 3 bytes pour l'interface physique. Par exemple, cette adresse MAC-là, avec l'écriture en hexadécimal, les 3
premier byte, c'est pour dire c'est Cisco. Donc là, c'est très important à garder en tête, c'est que l'encapsulation, c'est toujours des couches les plus hautes vers les couches les plus basses. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le niveau 3. Donc on parle du niveau IP, le niveau 2, et on parle du niveau Ethernet. Voilà. Deuxième point très important à garder en tête aussi, c'est que dans le réseau, on est face à des problématiques de boucle. Par exemple, si on prend 3 commutateurs et on fait une boucle, on relie switch 1 à switch 2 à switch 3, et en fait, les 3 switches sont reliés. Et si on regarde, si on met un serveur, on génère un trafic, et ben en fait, si on regarde les interfaces des différents switches, on va trouver des paquets qui tournent infiniment et qui consomment de la bande passante et en fait rendent le réseau inutilisable. C'est des boucles classiques qu'on connaît aujourd'hui. En fait, il suffit d'avoir une boucle pareille pour rendre le service inaccessible. Pour faire face à ce genre de problème, on utilise des protocoles, ce qu'on appelle le spanning tree. Donc c'est un protocole très connu, c'est le seul protocole qu'on utilise aujourd'hui au niveau 2, donc niveau Ethernet, pour remédier à ce genre de problème. Le spanning tree, en gros, pour ne pas rentrer plus dans le détail, on a un switch qu'on appelle un route. Le route, c'est celui qui a la priorité la plus basse. Par exemple, switch 1, switch 2, switch 3, ils ont 3 priorités configurées, P1, P2, P3. P1, il a la priorité la plus basse, il est route. Et le switch qui a la priorité la plus haute, c'est P3, c'est lui qui va couper un lien. Il suffit de couper un lien, de couper la boucle, il n'y a plus de problème. Et donc là, c'est switch 3 qui va bloquer son port après un temps de convergence de quelques secondes, c'est des calculs derrière, etc. Il va dire, oui, je vais couper ce lien-là pour ne plus avoir une boucle niveau 2. Voilà. C'est important pour la suite. Donc, une boucle réseau, ça crée un problème. Spanning tree, c'est pas facile à gérer. La convergence, ça prend quelques secondes de coupure. Des applications business, c'est problématique. Troisième point à garder en tête aussi, donc il y a 3 points. On a commencé par l'encapsulation. Le deuxième point, c'est les boucles niveau 2. Troisième point, peut-être vous avez vu ce genre de présentation quand vous parlez de SDN et NFV. Donc on parle de tout ce qui est plan de contrôle, plan de data. Et c'est quoi le plan de contrôle? C'est quoi le plan de data? Le plan de contrôle, tout simplement, c'est le plan où là, on fait le contrôle du réseau. Là, on fait de la signalisation. Là, on fait les calculs. Par exemple, si on prend le protocole ESPF, c'est un protocole qui est basé sur l'algorithme Dijkstra. Donc il va calculer le chemin plus court pour pouvoir commuter, ou plutôt router les paquets. Donc il y a des paquets bien spécifiques. Donc il y a des paquets spécifiques qui font la signalisation, qui passent sur le plan de contrôle pour que l'algorithme là calcule les chemins les plus courts pour construire ce qu'on appelle une table de routage. Cette table de routage, elle est copiée sur le plan de data qu'on appelle l'inforwarding table. Et le plan de data, c'est le plan, par exemple, si on prend un switch, il a une interface, il a des interfaces, il y a plusieurs. Là, je prends l'interface UTS 01, 02, et le trafic il passe par là. Et le trafic, comment il sait, quand il est rentré par 01, comment il sait, il va sortir par 02, en se basant sur un forwarding table qui est calculé par le plan de contrôle. Et là, on parle de table de routage, tout simplement. Donc, il y a 3 trucs à garder en tête. Je le répète, c'est l'encapsulation, les boucles réseau, c'est problématique. On ne peut pas les utiliser, on ne peut pas se permettre d'avoir des coupures de quelques secondes, rien qu'une interface qui tombe. Et troisième point, il y a ce qu'on appelle un control plane, un data plane. Le control plane, c'est là où on fait les calculs. Voilà, 3 points importants. Et on commence par les techniques traditionnelles et les nouveaux besoins. Si on prend l'architecture d'un data center d'une manière générale, architecture classique, dans un data center, on va avoir une architecture similaire. Là, on va avoir 3 couches. La première couche, on l'appelle une couche cœur. C'est la couche qui relie tous nos commutateurs ou tous nos routeurs. Et après, il y a la couche distribution, c'est la couche intermédiaire. Et on appelle aussi, c'est la couche d'agrégation, qui fait l'agrégation de tous les switches d'accès. Et après, on a les switches d'accès. Les switches d'accès, c'est là où on connecte nos serveurs, nos baies de stockage, nos disques, etc. Donc là, c'est vraiment là où on connecte nos machines. Ce qu'on aimerait bien avoir, pour ne pas
justement gérer du spanning tree dans le center, parce que spanning tree, normalement, il n'est pas utilisé dans le center, parce que, voilà, on a dit, il y a des coupures de quelques secondes. Ce qu'on veut avoir, c'est de descendre au niveau 3 jusqu'à la couche distribution, de façon à ce que, si on a un problème de niveau 2 et on a une boucle ici, on fait ce qu'on appelle le failure domain containment, et c'est le confinement, on va dire, des pannes réseau. C'est-à-dire que si on a une panne ici ou une boucle ici, on est sûr que cette panne, elle n'est pas propagée au niveau de la couche distribution, elle n'est pas propagée au niveau de l'autre data center. Okay. Il y a aussi un autre problème, ce qu'on ne veut pas, pourquoi on descend jusqu'à niveau 3 ici, le comportement par défaut d'un switch. Quand il reçoit un paquet, il regarde l'adresse destination l'adresse destination du paquet, l'adresse MAC de destination. S'il connaît l'adresse de destination dans sa table MAC, c'est-à-dire qu'il va dire la destination X, il faut aller vers l'interface Y. S'il connaît le chemin, il va envoyer le paquet. S'il ne connaît pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entrée dans sa table de commutation, il va faire un broadcast, il va répliquer le paquet sur toutes les interfaces du switch, except l'interface sur laquelle il a reçu le paquet. Et donc, imaginons un data center avec les milliers de serveurs, et si on a un broadcast sur un switch d'accès, eh ben, c'est propagé. Si on monte au niveau 2 jusqu'au cœur, c'est propagé sur tout notre data center. Voire, si on étend le niveau 2 avec les nouveaux besoins qu'on va présenter, si on entend au niveau 2, bah en fait, on va avoir un broadcast qui est propagé et on va avoir un problème. Le problème qui est par une boucle ici, elle est propagée ici. Donc, le niveau 2, c'est dangereux. Et ce qu'on veut faire, c'est niveau 3 jusqu'à la couche distribution. OK? Les nouveaux besoins. Si on prend aujourd'hui, bon, j'ai parlé un petit peu des nouveaux besoins, mais là, je rentre plus en détail. Si on prend aujourd'hui, par exemple, deux data centers. On a un data center là et là, on a des switches cœur, on a des switches d'accès, on a des baies de stockage, on a des serveurs ou ce qu'on appelle des hyperviseurs. Les hyperviseurs où là, on héberge des machines virtuelles. Un des hyperviseurs connus, c'est VMware. Donc nous, par exemple, chez LiveXP, on utilise VMware. Et en fait, on a des machines. Pour plusieurs raisons, on est amené parfois à bouger une VM d'un serveur physique à un autre. Ou alors de bouger une VM d'un data center à un autre. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a une panne sur ce serveur-là et on veut que le service soit toujours disponible à nos clients. Et donc, on bouge la VM vers un autre serveur et c'est tout. Ou alors, on bouge un autre data center. Pour pouvoir bouger cette VM de là à là, il faut obligatoirement avoir un niveau 2 étendu. Donc, il ne faut pas monter au niveau IP, il faut étendre le niveau 2 entre les deux data centers. Un autre besoin très connu, c'est ce qu'on appelle le storage elasticity. Donc, dans le data center, on a besoin des gros serveurs avec des disques pour pouvoir stocker les données. Et pour pouvoir stocker les données aujourd'hui, on fait face à deux problématiques. Il y a la problématique de redondance et il y a la problématique de ce qu'on appelle les scale-up et scale-out. C'est-à-dire, pour la redondance, ce qu'on veut faire, c'est que si on a une baie de stockage ici, on veut répliquer les données qui sont là dans un autre data center. Pourquoi? Au cas où on a un problème, on a une panne sur ce data center ou sur ce sein-là, qui est plus disponible, eh ben, les serveurs qui sont là ou là, et que leurs disques sont stockés sur ce storage-là, bah, en fait, ils basculent directement sur le deuxième. Donc les données sont répliquées. Et pour avoir une réplication de données, généralement, je dis généralement, et souvent, on a besoin d'étendre le niveau 2. Donc il ne faut pas avoir un niveau 3 entre les deux. Okay? Autre chose, dont j'ai dit le scale-up et scale-out au niveau data center, c'est un besoin aujourd'hui avec le cloud, etc. On a besoin que ça. On fait des storages distribués. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de serveurs dédiés pour le stockage, on fait des serveurs banalisés avec des disques, et ces serveurs sont distribués sur plusieurs data centers. Et on construit un SAN avec plusieurs serveurs distribués. Et pour pouvoir faire ça, eh ben en fait, il faut que les serveurs se voient au niveau 2, au niveau Ethernet. Il faut que ce SAN-là voit ce SAN-là au niveau 2. Troisième point, aujourd'hui,
si on va par exemple pour les redondances, on a nos équipements qui ont généralement deux liens. Un lien actif et un lien qui n'est pas actif, backup. Si le premier lien tombe, bah, on bascule sur le deuxième, donc active backup. Si on a le triangle que j'ai présenté tout au début, on a un triangle, on a un risque de boucle, donc c'est pas bien. Donc si on fait active backup, on est quand même on est protégé de ce genre de problème. Par contre, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a deux liens, 10 gigas chaque lien, on veut utiliser 20 gigas. On ne veut pas utiliser 10 gigas uniquement. Donc, ce qu'on fait, on fait de l'actif-actif. Actif-actif, risque de boucle. Donc, voilà, c'est une des problématiques qu'aujourd'hui nécessite de nouvelles technologies de niveau 2. Il y a aussi le Failure Domain Containment. Donc là, on parle justement de confinement des pannes réseau, que j'ai expliqué dans le slide précédent. On parle aussi de l'IP Mobility. L'IP Mobility, c'est-à-dire qu'un service aujourd'hui, un serveur, il possède une adresse IP. Une adresse IP, la machine ou le service peut être hébergé dans un data center ou dans un autre, là ou là. Et en fait, le serveur, il va garder toujours la même adresse IP. Pour pouvoir faire ça, c'est soit on étend le niveau 2 et du coup la machine elle garde la même adresse IP, ou soit on réfléchit à une autre solution qui fait que la même IP soit dans un autre data center. Donc on va avoir des technologies qui répondent à ce genre de besoin. Et il y a d'autres besoins comme le multi-tenancy, là où il faut faire la segmentation pour héberger plusieurs clients. On parle de fabric consolidation parce qu'avant, ce qu'on avait, on a un réseau pour la data et on a un réseau pour le stockage. Parce que ce n'est pas les mêmes types d'équipements, les mêmes types de commutateurs qui sont capables de gérer ce type de trafic. Et là, aujourd'hui, on parle de fabric consolidation, c'est-à-dire que maintenant, on a un seul réseau qui gère les deux. On parle des Nexus, par exemple, chez Cisco. Là, ce slide-là, j'ai discuté un petit peu justement des problèmes qu'on peut rencontrer et les limitations des niveaux 2. Donc niveau 2, pour répondre aux besoins de tendre au niveau 2, ce qu'on doit faire, c'est que là, on était au niveau 3 jusque-là. Pour répondre à vos besoins, on va monter au niveau 2 jusqu'à la couche cœur. Et pour pouvoir bouger, par exemple, une VM data center à un autre, on doit étendre le niveau 2 vers l'autre data center. On ne va plus passer par notre réseau niveau 3. Pour faire ça, en fait, on tire soit une fibre data center à un autre pour relier les deux commutateurs, ou alors, par exemple, si les deux data centers dans deux pays différents, donc une grande distance, donc du coup, on peut utiliser, par exemple, le multiplexage de longueur d'onde, et c'est une technique de transport optique. Ou alors, souscrire à des services opérateurs, c'est des services MPLS, c'est des services du niveau 2 sur niveau 3 opérateurs. Voilà, tout simplement. Alors, là, justement, ce qu'il faut retenir, c'est que là, le Layer 2 is weak. En fait, Layer 2, ça cause des problèmes parce que voilà, on a une problématique de boucle. Si on a une panne ici, elle se répercute sur l'autre. Si on a un broadcast, il est propagé sur l'autre data center et c'est pas bien. Du coup, on veut de niveau 3. Et niveau 3, le problème, c'est pas mobile. Donc, il faut une solution juste au milieu pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques. Et donc, c'est pour ça qu'on a une nouvelle technologie qui sont utilisées pour les data centers et pour l'interconnexion des data centers. Donc, on ne va pas faire de spanning tree entre deux data centers, par exemple. Ce qu'on va faire, il y a 3 classes de technologies. La première catégorie, c'est les technos Ethernet. Pardon, juste un instant. Il y a 3 catégories. Pardon. Il y a la catégorie Ethernet. Et là, on trouve deux types de solutions. On a ce qu'on appelle les châssis virtualization. Et là, on trouve, par exemple, dans le marché, on trouve 2 technos de Cisco et ce qu'on appelle le VSS et le VPC. C'est quoi? Et chez Juniper, c'est le virtual châssis. En fait, l'idée, c'est de virtualiser 2 châssis physiques en un seul châssis virtuel.
de façon à ce qu'on n'a plus un réseau, on n'a plus une topologie avec plusieurs commutateurs, mais on a un seul commutateur. Donc on n'a pas besoin de faire spanning tree. Le problème avec ce type de technologie, c'est qu'on peut faire ça qu'avec un lien pour 2 data centers uniquement. On ne peut pas faire un multi-data center, data connection multi-data center. Et après, on a TRIL, Transparent Interconnection of Lots of Link. Donc il y aura un slide pour ça. Deuxième catégorie, c'est les solutions d'interconnexion en PLS. Là, un PLS, en fait, c'est solution opérateur. Donc, on parle généralement de VPLS. C'est les solutions en fait, de virtualisation qui permettent d'avoir un niveau 2 étendu sur Internet ou passant par un opérateur, etc. Donc on ne va pas parler dans cette présentation de VPLS parce que VPLS c'est une solution aussi qui ne protège pas en fait, de ce type de boucle et des problèmes de spanning tree, etc. Parce qu'en fait c'est juste de donner un lien logique et c'est tout. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est les solutions IP. Là, Cisco a développé 2 technos, ce qu'on appelle OTV et LISP. LISP, c'est plus pour la mobilité IP, et OTV, c'est une façon de faire pour transporter du niveau 2 sur niveau 3. Après, on trouve VXLAN. Bon, VXLAN, c'est, je ne sais pas si vous connaissez déjà le VLAN, et le VXLAN, c'est l'extension de VLAN, on va dire. Mais en fait, c'est tout un standard avec des entêtes bien spécifiques, avec des protocoles de contrôle bien spécifiques, etc. Et après, on trouve les Next Generation Niveau 2 de Layer 2 VPN. Et là, on parle de EVPN. Ethernet VPN, il va avoir une partie dédiée pour EVPN. Alors, commençons par TRIL. Alors, Transparent Interconnection, Lots of Link. C'est une techno qui a été implémentée par Cisco. Cisco, on ne parle pas de TRIL, on parle de Fabric Path. Et ça a été implémenté, pourquoi? Pour faire passer du niveau 2 sur niveau 3. Donc si on reprend nos schémas de data center, donc en fait on a 2 data centers qui sont interconnectés au niveau 3. Nos cœurs et notre couche de distribution, c'est au niveau 3, donc il n'y a pas du tout niveau 2 ici. Et ce qu'on va faire, on va faire l'encapsulation MAC in MAC. C'est-à-dire qu'on va encapsuler, ça c'est le paquet niveau 2, donc on a encapsulé l'IP dans Ethernet. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter au paquet Ethernet un nouveau header niveau 2, où là, on va rajouter une nouvelle adresse source MAC et une nouvelle adresse destination. Et dans l'adresse destination, on va mettre le switch qui va nous router vers la destination. C'est-à-dire, juste pour simplifier rapidement, c'est que si on prend serveur A qui veut accéder à serveur B, sur un niveau 2, même VLAN, en passant par un réseau niveau 3. Ça paraît impossible, mais avec TRIL, ce qu'on peut faire, c'est rajouter à ce paquet-là, ce header-là, avec adresse destination, le switch 100. Donc, le paquet, il arrive là, il y a ce switch-là, il rajoute un header. Le header, il y a une nouvelle destination. La nouvelle destination, c'est celui-là. Et le même phénomène se répète sur tout le réseau et arrive jusqu'à ce switch-là. Ce switch-là, il fait des encapsulations et on voit le paquet vers serveur B. Et en fait, là, on arrive à faire du niveau 2 sur niveau 3. Donc c'est une techno qui a été utilisée, qui a été après abandonnée, je dis pourquoi. Le problème, c'est que c'est bien, il n'y a plus de boucle niveau 2, mais par contre, si on a un broadcast, si le serveur A envoie un paquet pour rejoindre un serveur C, le serveur C, il n'existe pas, lui, il ne connaît pas le serveur C, donc ce qu'il va faire voir, c'est un broadcast, lui, il va envoyer ce paquet-là au switch, il va dire « ouais, je ne connais pas ce que le serveur C ». Et ce switch-là, il va envoyer à tout le réseau, il va répliquer ce paquet-là sur tout le réseau, et donc il va avoir un broadcast. Donc, c'est une bonne solution pour ne plus avoir des boucles, mais en fait, il y a toujours le problème de broadcast et de la consommation des ressources de bande passante et de CPU, mémoire, etc., des équipements. Rapidement, deuxième solution, c'est OTV, d'une manière très simple. OTV, c'est le même principe, mais en fait, au lieu de faire MAC in MAC, on va faire un MAC in IP. C'est-à-dire qu'on va encapsuler le paquet Ethernet dans un paquet IP.
Normalement, ce qu'on fait, c'est paquet IP dans paquet Ethernet. Là, on fait l'inverse. Paquet Ethernet, on le met dans le paquet IP. Et tout simplement, ce qu'on va avoir, c'est comme ce switch-là, il a un neighbor, une adjacence avec ce switch-là. Et cette adjacence, elle est sur IP. Donc lui, il va y avoir une IP virtuelle qui est appelée IP2. Lui, il va avoir une IP virtuelle qui est IP1. Et dans sa table MAC, pour rejoindre le serveur A, il faut aller sur cette interface-là, ETH1. Et pour aller vers serveur B, il faut aller à l'IP2. Et l'IP2, donc il y a comme un tunnel qui passe, hop, il arrive là. Et celui-là, il fait des encapsulations. Et le paquet arrive à serveur B. Voilà. Bon, j'avoue, ce sont des technos qui sont un peu compliqués. Le principe, il est simple, c'est-à-dire qu'on va encapsuler, on va faire l'encapsulation du paquet Ethernet dans d'autres paquets au niveau IP ou au niveau Ethernet aussi, et pouvoir router les MAC. Généralement, ce qu'on fait, on commute les adresses MAC, c'est-à-dire les tables de commutation, les tables MAC, c'est de la commutation. Mais aujourd'hui, on arrive à router les adresses MAC pour pouvoir justement ne plus faire des boucles et pouvoir transiter un paquet, une trame Ethernet d'un site à un autre sans obligatoirement avoir un LAN étendu. Donc, il y a un réseau IP, voilà. Et on appelle ça OTV overlay, c'est un réseau overlay, c'est un réseau au-dessus de réseau IP de notre data center. Une autre techno Cisco, c'est pour la mobilité. Je ne vais pas présenter tout le slide, mais pour simplifier. En gros, l'adresse IP aujourd'hui, elle représente deux choses. L'identité de la machine ou du service et la localisation de cet équipement ou de ce service-là. C'est-à-dire, l'adresse IP, elle nous dit, par exemple, si on prend l'adresse IP 10.0.0.1, par exemple, je prends cette adresse IP-là. Cette adresse IP-là, c'est l'équipement, par exemple, qui est là, un équipement bien spécifique, et qui est derrière ce routeur-là. Il ne peut pas être ailleurs. Il est lié à cette localisation physique. Ce que Cisco a dit, c'est qu'on va dissocier ces deux caractéristiques. C'est-à-dire que l'IP, c'est l'adresse, et pour la localisation, on va changer. On va faire autre chose, on va faire le mapping. Et c'est pour ça que le protocole, il s'appelle Locator ID Separation Protocol. Donc on va séparer la localisation et l'ID. OK ? Tout simplement, un user ici veut accéder à cette IP-là. Pour accéder, il va consulter un serveur central, où là, on fait le mapping. Ce mapping-là, il va dire l'IP 10.0.0.1, elle est derrière ce qu'on appelle un airlock. Elle est derrière cette IP. C'est-à-dire que lui, il va demander où est-ce que je peux trouver 10.0.0.1. Lui, il va transférer cette requête-là à celui qui héberge. Et lui, il dit, oui, cette IP-là, elle est chez moi. Et donc, le paquet, il est encapsulé, il passe par là. Si, par exemple, on veut bouger cette IP-là, cette 10.0.0.1, on veut la bouger de là à là, ce qu'on fait, on vient sur le serveur de mapping qui map 10.0.0.1 à 1.1.1.1, c'est-à-dire ce réseau-là, il est mappé à cette IP-là, on change 1.1.1.1 par 2.2.2.2. Et du coup, ce subnet-là, il est derrière 2.2.2. Et donc, maintenant, l'IP, elle est mobile. Tout simplement. Enfin bref, ils ont essayé de séparer la localisation et l'identité d'une adresse IP. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez déjà des questions pour là, OK. VXLAN. Même principe que ETV. Vraiment le même principe. Sauf que VXLAN, on ne définit pas un plan de contrôle. Ce que j'ai présenté tout au début. On ne définit pas de plan de contrôle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait de MAC une IP, c'est-à-dire qu'on encapsule le paquet Ethernet, la trame Ethernet dans un paquet IP, mais aussi on monte jusqu'à la couche transport. Et on fait ça sur UDP avec un port bien spécifique. Et on définit ce qu'on appelle un VNI, Virtual Network Identifier. Et là, étant donné qu'on a 24 bits, en fait, on est capable d'adresser 16 millions de segments possibles. Alors qu'avant, on avait le VLAN ID et qu'on peut adresser uniquement 4000
4000 VLAN, 4000 et quelques VLAN. Donc c'est le même principe, sauf que VXLAN aussi, le problème c'est que en fait, si on a un broadcast qui est envoyé, et le broadcast il est propagé à tous les autres switches dans notre data center. Et en fait, ça crée des problèmes de broadcast et de consommation des ressources, etc. Alors, Next Generation Layer 2 VPN. Donc là, il y a toutes les technos, généralement ce sont des technos de Cisco. Et là, on parle d'une techno qui existe déjà, et qui a été modifiée, qui a été, en fait, on a défini certaines évolutions, enfin certaines algorithmes et des attributs qui permettaient à ce protocole-là de faire du niveau 2 sur niveau 3. Je ne sais pas si vous connaissez le protocole BGP. Alors, BGP, c'est un protocole qui est utilisé sur Internet. C'est le seul protocole aujourd'hui, avant il y avait RIP, c'est le seul protocole qui est utilisé par les opérateurs pour l'interconnexion entre eux. Donc, sur Internet, si on regarde la table Internet, de routage Internet, on va trouver que BGP. Ce protocole-là, il fonctionne au niveau TCP, c'est au niveau couche de transport. Ce n'est pas comme les autres protocoles comme OSPF et autres qui fonctionnent au niveau 3, au niveau IP. Et en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de séparer le plan de contrôle et le plan data. Dans tous les autres protocoles, pratiquement, le plan de contrôle et le plan data sont très liés. Donc le lien il est rigide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de contrôle s'il n'y a pas de plan de data. Le plan data, si on prend un petit exemple, j'envoie un paquet avec une adresse source X. Le switch, il va dire, j'ai reçu un paquet, je ne connais pas l'adresse MAC X, je l'installe dans ma table de commutation. Et c'est là où le plan de contrôle il commence à fonctionner. Donc le plan de contrôle, il se base sur le plan data pour pouvoir faire le MAC learning. Okay, là, c'est autre chose. On sépare complètement le plan data du plan de contrôle. C'est BGP qui va faire la commutation des adresses MAC et le réseau underlay, le réseau de transport, le réseau data plane, et en fait, n'importe quel type de techno. IP, un PLS, ce qu'on veut aujourd'hui, on peut mettre ce qu'on veut. Deux choses à dire. PE, c'est Provider Edge. C'est un routeur d'extrémité sur notre réseau. Provider Edge. Et CE, c'est Customer Edge. C'est pour dire, comme son nom l'indique, c'est le routeur au niveau du customer, au niveau du client. Grâce à cette techno, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir des switches qui sont multi-homed. Multi-homed, c'est-à-dire qu'ils ont plus qu'un lien, ils ont plusieurs liens, par exemple dual-homed, on peut avoir 3. Et en fait, on peut avoir de l'actif-actif comme on peut avoir de l'actif-passif. Sans problème de boucle. Donc on a défini, avec cette techno, on a défini certaines routes, certains types de routes BGP, de nouvelles routes. On a défini 5. Et on a défini 4 nouvelles valeurs d'un attribut BGP. BGP, en fait, il a plusieurs attributs. On peut en parler si vous voulez après. Il a plusieurs attributs et un des attributs les plus utilisés, c'est l'Extended Community. Et on a défini 4 nouvelles valeurs pour pouvoir justement gérer le niveau 2 sur le niveau 3. Alors, il me reste combien de temps? Ok, merci. Ok. Donc, il ne me reste pas beaucoup de temps. Juste, je vous montre un petit exemple comment, juste la mobilité. Voilà, la mobilité. Comment aujourd'hui, dans notre réseau, si on fait de mobilité de niveau 2 sur niveau 3, comment notre réseau il va savoir qu'un serveur il a bougé d'un center à un autre? Prenons ce cas de figure. PE1, PE2, c'est des routeurs. Eux, ils savent que MAC1 il est derrière ce qu'on appelle un Ethernet Segment 1. Donc PE1 et PE2, ils savent que MAC1 il est là. Pour une raison, on a bougé ce serveur-là ici. PE1 il n'est pas au courant. Par contre, PE2 il reçoit, PE3 et PE4 ils reçoivent cette MAC-là. Donc quand ils reçoivent, ils vont enregistrer cette MAC-là dans leur table, ils vont flouder ça à tous les autres routeurs. Lui, il floudé et ils vont rajouter dans sequence number, ils vont rajouter +1. PE1,
qui avait déjà une entrée avec MAC 1, il reçoit une route avec le sequence number supérieur, il va écraser l'ancienne route, il va installer la nouvelle route. Et comme ça, en fait, PO1 maintenant, il sait que MAC 1, il n'est plus derrière ESI1, mais plutôt derrière ESI2. Donc grâce à EVPN et le protocole BGP qui est utilisé, qui est un protocole existant depuis une vingtaine d'années, et en fait, on arrive à faire de niveau 2 sur niveau 3, alors que Cisco et d'autres constructeurs, ils ont développé plein d'autres technos, comme OTV, comme Lisp, comme Trill, pour faire la même chose. Après, là, c'est comment retirer SI en cas de panne, comment relier le SI à une adresse MAC, c'est pas trop important. Là, comment optimiser, bon, c'est pas très important. Split Horizon, je pense que vous connaissez un petit peu, je ne sais pas si vous faites un peu de réseau. Split Horizon, c'est éviter l'écho, c'est-à-dire quand on voit un paquet, il faut éviter que le paquet revienne. Et c'est tout. Et après, pour faire une synthèse, en fait, il y a plusieurs technos, comme vous pouvez bien le voir, il y a plusieurs technos qu'on peut utiliser aujourd'hui pour l'interconnexion data center. Il y a des technos qui sont très bien, comme OTV ou EVPN. Il y a des technos qu'on peut adapter aujourd'hui, par exemple Trill, ça peut être utilisé, mais en fait, voilà, il y a certaines limitations. VXLAN aussi, il y a certaines limitations, mais si on couple VXLAN avec VPN, c'est très bien. C'est le meilleur, c'est la meilleure solution. Et l'idée, c'est l'encapsulation, c'est la base. Soit on fait Mac in Mac, soit on fait Mac in IP, et ça diffère d'une technologie à une autre. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu beaucoup. Bon, c'est très technique, je sais. L'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, pour l'interconnexion data center, ce n'est pas comme les réseaux classiques d'entreprise, spanning tree, ou alors voir routage ou OSPF, etc. C'est différent. C'est différent parce qu'en fait, on ne se permet pas de mettre le niveau 2 dans notre center. Ça crée des boucles. Convergence spanning tree, ça prend beaucoup de temps. Broadcast, ça consomme de la bande passante. C'est pas bien. Il faut chercher des solutions. La solution qu'on préconise, c'est EVPN avec VXLAN. Et c'est tout. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions? Oui. Ouais. Non, les solutions, la solution préconisée, c'est une solution qui est ouverte ou c'est propriétaire? Parce on a vu certaines solutions qui supposent d'avoir les deux châssis cœurs du même constructeur. Là, vous pouvez mixer les constructeurs qui fournissent les routeurs et les switches. En fait, BGP, c'est un protocole qui est utilisé sur Internet, qui est open source. N'importe qui peut l'implémenter. Cisco l'implémente, Juniper l'implémente. On peut l'utiliser, on peut coder BGP, on peut l'utiliser, c'est un standard. On trouve des RFC, on peut l'utiliser. EVPN, il est basé sur BGP. Donc la base de EVPN, c'est le protocole BGP. VXLAN aussi, c'est un standard. Et aujourd'hui, par exemple, VMware, ils ont implémenté VXLAN pour pouvoir justement faire la virtualisation, etc. Donc, c'est parmi ceux-là, c'est l'opérateur qui fournit ça, donc c'est un service, donc il faut le payer. Ça, n'importe quel routeur, on va dire un routeur qui supporte quand même VBGP, il est capable de faire ça. Donc c'est open source et on peut même, en fait, si on arrive à développer un OS pour un routeur, on peut le faire. C'est pas payant. Et dans la pratique, alors, il y a 100% de ça ou pourquoi il y a les autres? Alors dans la pratique, Cisco essaie de commercialiser le maximum possible OTV. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. OTV c'est bien. OTV c'est plus. Et EVPN, c'est en cours. En fait, c'est un protocole très... en cours de développement, en fait, on a la base. Et en fait, à chaque fois, on développe des extensions. Et par exemple, pour le routage, par exemple, VXLAN, c'est niveau 2 sur niveau 3. Imaginons si on fait le routage entre un VNA et un autre, c'est-à-dire entre un niveau 2, un domaine niveau 2 et un autre. VXLAN ne sait pas le faire. OTV ne sait pas le faire. En fait, comment on fait? On fait avec EVPN. Là, il y a un draft de standard qui sera publié en juin 2007, qui fait justement le routage inter-Ethernet segment sur VXLAN, par exemple.
Merci. Du coup, vous avez parlé des migrations de serveurs physiques, changer un serveur physique par exemple d'un nœud à un autre. Mais si jamais vous devez migrer des VM, du coup, est-ce que vous avez des moments où la VM va être down et va en perdre en disponibilité, ou est-ce que vous pouvez garder la VM up tout le temps pendant la migration? Alors, on peut migrer, on a dit, c'est qu'on peut migrer une VM d'un data center à un autre, si on a une VM, mais après, tout dépend du service qui est développé et qui est hébergé dessus. On peut avoir des clusters de VM. On peut aussi, la VM, on peut la répliquer. Par exemple, là, on peut bien imaginer une VM qui est hébergée ici et qui est répliquée ici. C'est-à-dire que même si on perd tout le data center, la VM, elle fonctionne toujours ici. Donc la VM, elle peut être répliquée. Il y a aussi en fait, on peut avoir des reprises d'activités avec instantanées, comme la réplication par exemple, ou alors on peut sauvegarder toute la VM. Et en cas de problème, on la restaure dans un autre data center. Par exemple, cette VM, elle est sauvegardée ici. Le jour où on perd ce data center-là, on restaure la VM depuis notre storage de sauvegarde vers notre hyperviseur dans un autre data center. Donc que ce soit un serveur physique qui est mobile, généralement, un serveur physique n'est pas mobile. On ne prend pas un serveur, on le bouge tous les jours, mais on arrive parfois, par exemple, à déménager un data center, par exemple. Déménager un data center, et ben en fait, on a besoin quand même que le serveur il garde la même adresse IP pour pouvoir rétablir le service. Et pour faire ça, en fait, l'idée, c'est de dire il faut une extension niveau 2 entre les deux data centers. Est-ce que les protocoles que vous avez décrits sont implémentés par d'autres constructeurs que Cisco? Alors, je prends le tableau. Ce protocole-là, il est implémenté par tous les constructeurs. Tout, vraiment tout. OK ? Trill, c'est l'invention de Cisco. Fabric Path. Chassis Virtualization, Cisco, ils ont deux types. Ils ont ce qu'on appelle VSS dans leur gamme Catalyst. Ils ont ce qu'on appelle VPC et VDC dans leur gamme Nexus. Juniper, ils ont Virtual Chassis. VXLAN supportait, généralement VXLAN, ce que je voulais dire, c'est que VXLAN est utilisé dans un même data center. C'est intra-data center et c'est pas inter-data center. Oui. Je suis un peu surpris, en fait, désolé de l'intervention. Ouais. Direct. Mais c'est vrai, la question que vous avez posée sont pertinentes en ce qui concerne les technologies qu'on a présentées. C'est vrai que votre présentation est très très orientée Cisco, et c'est un peu dommage. Alors, c'est dommage sur plusieurs choses. C'est qu'en l'occurrence, vous avez commencé par parler de Spanning Tree. Spanning Tree est totalement banni dans un data center. Totalement banni. Ensuite, vous avez parlé d'architecture à 3 niveaux. Aujourd'hui, plus personne installe un data center à 3 niveaux. Criteo est un bon exemple, Google est un bon exemple. On est en Spine. On utilise une fabrique BGP pour faire tout ce qui était les problématiques d'extension. VXLAN est un protocole standard qui a été coécrit par beaucoup d'éditeurs et constructeurs, et c'est souvent le protocole qu'on va utiliser dans les environnements virtualisés. Cisco l'a implémenté après d'ailleurs d'autres constructeurs. Alors les constructeurs que vous ne citez pas, c'est un peu surprenant. Il y a effectivement Juniper, mais il y a aussi Arista qui est quand même à l'origine de pas mal de choses en termes d'interface data center. OTV propriétaire, Trill est un pseudo standard, mais qui n'est pas implémentable par l'ensemble des constructeurs, puisque chacun a pu modifier son Trill. Donc un Trill avec Juniper ne marche pas avec un Trill Cisco. Ensuite, dans les data centers, on va éviter des protocoles propriétaires parce qu'en effet, on n'est pas amené à faire que du Cisco ou que de l'Arista ou que du Juniper. Donc tout ce qui est Fabric Path, VSS, ainsi de suite, est commencé à être banni également chez les data centers. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Je suis content de la plupart des questions des personnes sur cette notion d'interopérabilité. Aujourd'hui, on essaie de construire un data center avec le maximum de standards. Les standards sont
VXLAN, PGP majoritairement, IVPN désormais. Donc, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a que IVPN et VXLAN pour faire l'intercode data center. Par exemple, 4 data centers côté Crédit Mutuel, aujourd'hui, fait toute leur interconnexion avec du VXLAN et il n'y a pas d'IVPN. Faire attention à ça parce que quand on parle de nouvelle génération, on doit aussi parler de nouvelle génération en ce qui concerne les architectures, en ce qui concerne les protocoles, les best practices. C'est vrai que votre présentation elle a démarré avec des best practices qu'on n'utilise plus désormais sur un nouveau data center. Puisque vous citez Nexus aujourd'hui est plutôt dans l'environnement Spine and Leaf qu'un environnement pratique. Donc c'est juste pour ça. Oui. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté auprès des étudiants sur des notions très orientées. Et Criteo pourra parler de son architecture, et j'espère qu'ils vont parler de l'architecture. La pression. On va parler plutôt de quelque chose qui va être Leaf and Spine avec du BGP, avec du standard, avec beaucoup d'automatisation. Vous allez comprendre que tous ces mécanismes qu'on met dans le data center, c'est plutôt en dehors du Cisco, qui n'appartiennent pas à l'origine. Ouais. Merci pour votre intervention. Je peux répondre? Juste, je suis tout à fait d'accord. C'est que dans le sens où aujourd'hui, la présentation c'est pas orienté Cisco. Hein. Déjà, Cisco ils disent OTV. Moi, quand je parle d'une manière générale. Je dis VXLAN. VXLAN, c'est utilisé un data center, mais c'est pas adapté pour un data center dans le sens où VXLAN, si on prend avec un plan de contrôle qui est multicast, ben en fait, il n'est pas adapté pour tout ce qui est confinement de panne data center. Parce qu'en fait, le broadcast, il est propagé. Donc, il faut vraiment un protocole au niveau control plane qui va contrôler ces broadcasts et va contrôler ces storms dans notre data center. C'est juste ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas développé et c'est vrai qu'en cours, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en cours de développement. VXLAN aujourd'hui, par exemple, les hébergeurs, VMware aujourd'hui, par exemple, avec leurs solutions, ils supportent ça avec les NSX et tout ça, VXLAN et tous les autres constructeurs. Et c'est pour ça que moi je dis Cisco qui veulent vendre de OTV, c'est juste ça. Concernant Spine and Leaf, j'ai pas présenté justement Spine and Leaf, mais en fait l'objectif c'était de montrer qu'aujourd'hui, avec l'interconnexion data center, on a besoin d'étendre le niveau 2. Pour étendre le niveau 2, Spanning Tree, ce n'est pas une bonne solution. Spanning Tree, il est banni dans le data center. Il ne faut pas l'utiliser parce que le temps de convergence, ça prend des quelques secondes. Et l'objectif, ce n'était pas de montrer les 3 tiers. Et l'architecture data center, si on veut, on peut faire une présentation à part avec l'architecture Spin and Leaf. Et aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était comment interconnecter des data centers. Et de montrer aux étudiants, c'est qu'on veut monter. De toute façon, les spins, on parle, en fait, c'est de l'autre couche, en fait. C'est juste que les noms changent et l'architecture, elle est pratiquement la même chose. Mais l'objectif, c'est l'interconnexion data center. Ce n'est pas du tout les protocoles de réseau qui sont utilisés dans le réseau classique. C'est autre chose. Il y a d'autres solutions. Voici quelques solutions. Vous pouvez revenir et regarder les différents types de solutions. Toutes ces solutions-là sont des Cisco. Ça, c'est Cisco. Ça, c'est implémenté par Juniper et Cisco. Ça, tous les constructeurs. Ça, on trouve des constructeurs et on peut le coupler avec VPN. Et OTV, il y a uniquement Cisco. Ce sont les solutions qui sont utilisées. Je n'ai pas cité Arista, mais Arista, c'est une entreprise aujourd'hui. Oui, bah, il y a plein de constructeurs. Justement, je ne présente pas des constructeurs. Parce qu'il fait les choses avec du white box, il y a énormément de choses. Je suis d'accord avec vous, monsieur. On peut présenter tous les constructeurs qui existent et qui implémentent toutes ces technologies-là. Mais là, les technos, il y a 70% des technos qui sont implémentés par Cisco. Ils sont inventés par Cisco, comme OTV, comme FabricPath et comme la virtualisation des châssis. C'est juste ça. En tout cas, voilà. Et merci. Merci beaucoup. On va